Bonjour Jean-Luc Roland, merci beaucoup d'avoir accepté de nous entretenir sur votre expérience comme personne, comme médecin psychiatre engagé depuis, je ne veux pas vous vieillir là, mais ça fait quand même quelques années, sinon quelques décennies, n'est-ce pas, que vous êtes dans le coin de Lille en France. Et pouvez-vous nous expliquer un peu la nature de votre travail, de votre engagement et où on s'en va avec tout ça, où s'en va la psychiatrie? Bon, Allons. sur la psychiatrie, j'ai eu l'occasion d'y répondre dans un texte dans Santé mentale au Québec. On ne sait pas où elle va, mais elle y va, ça c'est sûr et certain. Voilà. Et bon, parler de l'engagement, oui, c'était. Mon engagement, ça a été quand j'étais jeune psychiatre et que je suis arrivé après mes études universitaires à l'asile psychiatrique. Ça a été un choc vraiment important pour moi de voir les conditions dans lesquelles les malades, comme on les appelait à l'époque, étaient marqués, pas d'autre mot. Tout d'abord, en infanto-juvénile, comme on disait, il y en avait une quarantaine dans une pièce qui tournait en rond, qui était à moitié à poil, enfin, bon, attaché à des radiateurs. Et puis ensuite, en psychiatrie adulte, où j'ai eu à gérer, puisque j'étais le plus jeune chef de service à l'époque, le pavillon de force régionale, qui était une sorte de prison dans l'hôpital, où toutes les pratiques étaient autorisées, les meilleures comme les pires d'ailleurs, on peut dire. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui m'ont profondément atteinte, parce que je pensais, on était dans le mouvement à l'époque de la psychanalyse et de la psychothérapie institutionnelle, et puis on pensait que tout le monde pouvait être malade, c'est-à-dire que tout le monde, un jour ou l'autre, pouvait avoir des problèmes de santé mentale, comme on dit maintenant. Voilà, donc le résultat de tout ça, ça a été une lutte continue contre la maltraitance institutionnelle vis-à-vis des patients. Et cette lutte, elle a passé d'abord par trouver des alliances à l'intérieur de l'hôpital. Il ne faut pas penser que tous les travailleurs de l'hôpital étaient pour ce système-là, loin de là. Mais il y avait une sorte de chape de plomb sur les pratiques qui étaient bien entretenues par la société qui voulait éloigner les gens fous. Et quand ils sortaient de l'hôpital, il ne fallait surtout pas qu'ils parlent de leur maladie, sinon la stigmatisation était trop forte, et pour les familles et pour les personnes. Une chape de plomb aussi, à travers même les professionnels et les malades eux-mêmes qui ne parlaient pas de ces pratiques, même si ça les embêtait royalement. Enfin, moi, j'ai vu des choses tout de même assez épouvantables dans ces hôpitaux psychiatriques. Donc, une conviction aussi que la psychiatrie peut aider, parce que sinon, je ne serais pas psychiatre, et qu'il faut aussi changer le dispositif dans son fonctionnement. Donc, enfin, mon engagement est vu de là. Mon engagement personnel, ça a été la lutte contre la justice sociale qui s'ajoutait à la justice de la maladie, les deux étant bien souvent liés, quoi. Et puis, à l'hôpital psychiatrique, il y avait surtout les relégués de la société. Hein. Ils avaient fait des choses importantes, antisociales ou pas, ils étaient relégués. Relégués des familles, relégués de la société. Donc, il a fallu tout mettre en place. Il a d'abord fallu trouver une alliance avec, pas uniquement à l'intérieur de l'hôpital, on a trouvé des alliances, il y a eu des infirmiers, il y a eu des directeurs, des psychiatres qui n'étaient pas d'accord avec ce système et qui ont lutté contre. Il y a aussi des patients qui ont pris la parole. On était à l'époque, dans les années 70, à l'époque en France du GIA, du groupe d'information des asiles. Donc il commençait à avoir des patients qui disaient, sur un mode un peu revendicatif, très revendicatif, ben, écoutez, c'est pas normal. Et ils sont passés par des luttes soutenues par Michel Foucault, qui défendait lui-même le groupe d'information des prisons. Voilà, donc le groupe d'information des asiles. Et en même temps, on était dans une perspective de changement de la psychiatrie qui était portée par toute une génération de psychiatres, pas tout le monde, mais une grande partie, quoi, et toute une génération de travailleurs sociaux et d'infirmiers psychiatriques qui se sont aussi révoltés contre ces pratiques qui dataient d'un autre âge, mais qui étaient consubstantielles au fait qu'on ait créé l'asile, d'une certaine manière, c'est-à-dire un lieu où on allait soigner les malades mentaux à l'écart de la société, ce qui est absolument impossible. Absolument impossible. Ça a été la grande erreur de Pinel et de tous ceux qui ont délivré, soi-disant, les malades mentaux, pour mieux les mettre dans des asiles qui les soignaient certainement, mais les réduisaient bien souvent au silence, parce qu'il y avait une telle opprobre vis-à-vis de... Quand on mettait un pied à l'hôpital, c'était toute la famille qui était marquée, et on ne devait pas en parler.
Voilà. Donc, on a aussi trouvé des années 70 des alliances avec les patients. C'est la première fois qu'on sortait les patients. On les a amenés chez nous, hein, dans des ateliers d'artistes. Il y a des collègues artistes qui venaient à l'hôpital entièrement fermés et ils invitaient les gens chez eux après. Donc, c'était les premières sorties. Les premières sorties avec un aspect assez militant de toutes les personnes à l'époque. Et puis, toujours en tête, c'est lié à la psychanalyse, à notre formation analytique, toujours en tête le fait que le fait d'avoir un trouble sévère, ben, c'est un continuum entre la vie qu'on mène et puis le fait qu'à un certain moment, ben, on peut tous basculer. Donc, si on veut, le principe même de l'organisation des services de psychiatrie, c'est d'organiser ces services pour les patients qu'on pouvait tous être. Voilà. Et pouvant tous être patients, défendre nos droits. D'où l'idée de psychiatrie citoyenne. Parce que très vite, on s'est rendu compte que seul dans l'hôpital, on n'arriverait pas à transformer l'hôpital. On n'arriverait pas totalement à le transformer. Donc, il fallait qu'on arrive à développer. Alors, il y avait en France ce qu'on appelle la sectorisation qui se développait, mais qui était encore liée à quelques textes. On disait sectorisation, c'était amener des soins dans la communauté. Mais les textes existaient très vite, depuis la fin de la guerre, avec Lucien Bonafé. Très vite, les textes existaient, mais la pratique a mis beaucoup plus de temps que les textes. En France, on est les rois des textes. On sait faire des beaux textes, on fait des trucs magnifiques, on écrit des choses fantastiques. Et puis, sur l'application, c'est pas toujours ça. Mais enfin, on peut dire, j'ai pas vu qu'en France. Mais enfin, en France, on est tout de même pas mal. Pour débattre, on est très bon. On ressemble un peu aux Grecs. Le débat est tout de même excellent, d'un bon niveau. La pratique ne suit pas toujours le débat parce que le débat est bien sûr trop élevé. Voilà. Donc moi, je me suis plus attaché à la pratique, c'est-à-dire si on dit quelque chose, ben, il faut qu'on puisse le voir, le constater, que ce qu'on dit est bien ce qui se passe. Et ça, tout de même, j'ai voyagé en France et dans le monde, il y a toujours un écart un peu entre les discours et les pratiques, quoi. Ça, c'est, donc la première chose, c'est se baser sur les droits, dire qu'on est tous citoyens, que la maladie mentale n'entrave pas la citoyenneté. Donc, on s'est allié avec les municipalités, parce que les municipalités représentent toutes les personnes, dont les malades. Et puis, on a fait une série d'études épidémiologiques qui ont montré que tout de même les troubles étaient plus fréquents qu'on ne pensait en ville, voilà, et que ce n'était pas qu'à l'hôpital psychiatrique que les gens étaient mal, mais que c'était qu'un aboutissement de phénomènes divers malheureux qui amènent les gens à l'hôpital. La persuasion aussi que les soins peuvent être précoces, et que donc on a fait une enquête qui s'appelle Santé mentale en population générale, quand on a répété 100 fois en France et dans le monde. En tous les cas, ça montre en tout cas que les gens, ils peuvent aussi se soigner et guérir sans avoir recours obligatoirement au système psychiatrique. D'abord avec le système de médecine générale, mais aussi avec l'entraide, mais aussi avec des amis. Et ça, c'est clair dans toutes les recherches qu'on a pu mener. On a interviewé 100 000 personnes un peu partout. Les résultats sont toujours identiques. Ils montrent bien qu'il y a toujours possibilité d'aller mieux par l'entraide, par l'auto-soin et autres. Voilà, donc ça c'est la première phase. La deuxième phase, ça a été tout de même, alors dès 87, je suis beaucoup allé au Québec, ça il faut même le dire. Là, j'ai trouvé des usagers qui étaient bien mieux organisés qu'en France et très opposés au système de psychiatrie, qui était malgré tout un modèle pour nous. Moi, j'ai suivi les usagers québécois. À l'époque, dans 87, j'ai suivi avec un collègue éducateur. On allait dans les centres d'accueil, on allait dans les repas pour tous, je suis allé au centre d'urgence, etc. Et j'ai rencontré un tas de gens qui vivaient un peu en dehors du système et qui commençaient à prendre conscience que la situation dans laquelle ils étaient du fait de leurs troubles psychiques était anormale et qu'ils devaient se battre collectivement contre cette situation. Et ça a été tout de même un choc. Voilà, ça a eu des répercussions en France. Moi, j'ai fait partie de la mission qui s'appelait Zarifian. Zarifian, c'était un grand professeur de psychiatrie qui était le pont de la psychiatrie biologique, qui a été lui-même malade et qui s'est rendu compte que les médicaments ne suffisaient pas et que soi-même, on pouvait, à travers le self-help, à travers l'expérience intérieure, mais surtout avec l'aide de ses proches et l'aide d'amis, pouvoir s'en sortir, aller mieux, et que la parole, la psychothérapie était aussi importante.
C'était un mouvement considérable en France qui a amené aussi bien les familles que les usagers à être sur le même niveau que les professionnels. C'était la première fois. Et on a été amené à donner une série de recommandations au ministre de la Santé. C'est Simone Veil, à l'époque, ministre de la Santé. Zarifian avait eu une mission pour lutter contre la stigmatisation. Et Simone Veil a repris les préconisations de la mission Zarifian en proposant qu'il y ait des usagers et des familles dans tous les conseils d'administration des hôpitaux en France. C'était un truc un peu exceptionnel. Et en même temps, on avait proposé la création d'une fondation pour lutter contre la stigmatisation, mais elle n'a pas vu le jour. Voilà. Par la suite, moi, j'ai continué mon travail de chef de pôle de secteur et j'ai développé les soins de la communauté avec les familles, avec les élus, avec toute la communauté. Et les usagers, petit à petit, se sont regroupés, sont formés, ont commencé à parler. Alors, il y a toujours eu de notre part, étant donné qu'on considérait qu'on pouvait soi-même être usager, il y a toujours eu de notre part une attention à ce qu'il disait. Parce que jusqu'à présent, la parole de l'usager, elle était... bon, on n'en tenait pas compte, c'était des fous. Si vraiment ça nous embêtait, c'était des malades. Bon. Donc là, malade ou pas, ou fou ou pas fou, n'empêche que ce qu'ils disent est une part de vérité. Et cette part de vérité, il faut qu'elle soit entendue par les professionnels. Et donc, on a eu toujours cette attitude... on a eu pas mal de films ont été tournés dans le service où on a voulu absolument que les usagers parlent. C'était la première fois en 98 où il y a des usagers qui parlaient clairement dans des films qui sont passés à la télévision, qui ont eu un retentissement assez important. Et puis on a montré des pratiques sans contention, sans isolement, avec des services ouverts, c'est possible. Bon, c'est pas vrai partout en France, loin de là. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire, mais partout dans le monde. Même dans les endroits les plus avancés, j'ai vu des pratiques un peu particulières. C'est une lutte collective qu'on a menée. La lutte collective, elle a menée aussi avec les représentants de la population et les usagers. Et puis petit à petit, on a vu la création des associations d'usagers. Donc ça a été suite au rapport Zarifian, où les pouvoirs publics ont dit on va favoriser les associations d'usagers. Et à l'époque, moi, je suis devenu chargé de mission d'abord de Dominique Gillot, qui était ministre de la Santé, puis de Bernard Kouchner. Et on a remis un rapport, Pierre et Roland, d'abord, sur changer le système de psychiatrie, mettre l'usager au centre du système. Et on avait pris d'ailleurs quelques indications sur les rapports quand on avait rencontré Madeleine Breton au Québec. Elle nous avait expliqué qu'il fallait mettre 60% du personnel à l'extérieur de l'hôpital si on voulait réussir. On a pris quelques petites choses comme ça à droite à gauche dans le monde entier, parce qu'il y a des choses qui bougeaient dans le monde entier. Et ce qui nous a aussi surpris au Québec, c'était toujours ce mouvement usager qui se développait de plus en plus et sur lequel on a, je pense en France, on a pris exemple. Donc j'ai fait un rapport officiel, puis un deuxième rapport j'ai remis à Kouchner sur la place des usagers en France dans le système de psychiatrie et de santé mentale, où il disait en gros que ces usagers étaient les mêmes que dans le système de santé et qu'il fallait les faire participer pleinement au dispositif même de fonctionnement des services de psychiatrie. Et puis là, se sont développés en 2005, à partir de la notion de handicap psychique, qui est arrivée sur le devant de la scène, portée par les familles, par l'UNAFAM, et sont arrivés les groupements d'entraide mutuelle. C'est-à-dire l'État a dit, a profité d'une opportunité. Il y avait, à l'époque, on avait eu les jours supplémentaires liés aux 35 heures, on fait 39 heures, donc on avait 20 jours par an en plus de congés. On est chanceux, on peut dire, en France. Et un des jours a été supprimé pour aider les personnes âgées et handicapées. Et là-dessus, le gouvernement a pris 20 millions d'euros pour créer les groupements d'entraide mutuelle. Alors là, véritablement, il a fallu, les groupements d'entraide mutuelle, c'était grosso modo, on donne de l'argent aux usagers directement. Et le gouvernement voulait en sortir 300 immédiatement. Et ça n'a pas été possible tout de suite, parce que le mouvement usager n'était pas assez fort. Donc, ils ont créé les 300, mais avec ce qu'on appelait les clubs de la thérapie institutionnelle, qui étaient déjà portés par les soignants eux-mêmes, des soignants qui voulaient ouvrir aux usagers. Il y a tout de même une sorte de tutelle, c'est déjà ça, et par les associations de famille qui ont été organisées, ont pu ouvrir ces clubs, mais sous tutelle un peu des associations de famille. Il s'en est ouvert tout de même une soixantaine en France, à l'époque, gérés par les usagers eux-mêmes. Et dans notre secteur, étant donné que le terreau était prêt, il y a tout de suite eu de groupements d'entraide mutuelle. Et ça a été une révolution.
parce que les usagers, l'État donnait de l'argent directement aux usagers. Jusqu'à présent, il donnait un peu aux associations, mais pas des sommes aussi importantes pour la gestion. Ça leur permettait d'ouvrir, de louer un bâtiment et d'embaucher une ou deux personnes. Et bon, les notions d'empowerment, de rétablir, on n'était pas encore à la notion de rétablissement à l'époque, mais les notions d'empowerment, elles commençaient à exister. Ça, très clairement. De citoyenneté aussi, mais ça, moi, j'ai fortement porté au niveau national. Les conseils locaux de santé mentale sont développés en France. On a intégré les usagers dans les conseils locaux de santé mentale. Ça, c'est les maires qui gèrent l'intersectorialité au niveau du territoire et qui gèrent les questions de bien-être au niveau des territoires. C'est une trouvaille française, mais qui, à mon avis, vaut le coup d'être exporté, là, pour une fois. Bon, des choses peut-être à faire valoir. Et les groupements d'entraide mutuelle, ça a été une révolution. Donc maintenant, ils sont en train de se développer. Il y en aura 380. Et de plus en plus, les usagers prennent la place. Corrélativement parlant à cela, on a encore un autre exemple d'un usager qui a fait un travail considérable, un peu seul. C'était le groupe de réflexion, le CFRP, mené par M. Bitton, qui a émis une question. M. Bitton est un usager de la psychiatrie, qui a souvent été hospitalisé, et il tient pour toute la France, il tient un blog, enfin, un site internet sur les droits et la psychiatrie. Et là aussi, il a fait un travail considérable, c'est-à-dire qu'il a aussi mis en place une question prioritaire de constitutionnalité près du Conseil constitutionnel en disant c'est pas normal qu'en France, les gens soient internés uniquement sur l'avis du préfet et des médecins. Étant donné qu'il y a une perte de liberté, il faut qu'il y ait le juge. Alors, c'est ce que j'avais demandé avec Piel dans mes rapports parlementaires, mais ça n'a pas marché. Et lui a réussi, avec le Conseil constitutionnel, à faire que ce soit le juge maintenant qui contrôle tout ça. Et ça, c'est tout de même une bonne nouvelle pour la France. Avec un deuxième point, c'est qu'il y a une mission parlementaire, il y a de ça 2 ans, avec le député Robillard, qui a essayé de restreindre, qui a émis un texte de loi pour restreindre la contention et l'isolement en France, améliorer les pratiques. Plus le contrôleur des lieux de privation de liberté en France, qui a mis la psychiatrie comme prioritaire et qui s'intéresse aux pratiques de contention, de coercition et de fermeture en disant que c'est pas normal. Et ça a créé tout de même un mouvement assez important. La deuxième chose, c'est que le mouvement des usagers, il n'a pas eu lieu uniquement qu'en psychiatrie. Il a commencé par le sida, les usagers du sida, avec ACT UP, il y a le film 120 pulsations par minute qui vient de sortir, qui est toute l'histoire d'ACT UP. L'ACT UP a révolutionné le système de santé en France en faisant que les usagers aient accès directement à leur dossier, soient considérés comme des gens comme tout le monde, qui aient droit à toute information sur leurs soins et qu'on puisse faire de soins obligatoires aux gens. Alors la psychiatrie est un peu dérogatoire de ça, mais normalement, le soin, c'est la personne doit dire quel soin elle veut. Et ce travail d'ACT UP a été considérable parce qu'ils ont traîné des politiques devant les procès, le gouvernement, etc. Ils ont gagné. Donc en disant, on nous a tout caché sans contaminer, ça ne reviendra pas. D'où la mise en place en France ces derniers temps, dans la dernière loi, de la possibilité d'avoir des classes actions, comme aux États-Unis. C'est-à-dire que là, on a quelques scandales de médicaments et autres, mais on peut avoir ça aussi pour la contention, l'isolement, des usagers qui se mettent ensemble et un seul peut déposer un dossier et si c'est recevable, eh bien tous peuvent s'allier au niveau d'une classe action et demander réparation. Donc on a des avancées considérables actuellement sur le droit des usagers en général, donc des usagers de santé mentale aussi, en France sur le domaine. Où ça pêche en France, mais je pense un peu partout, c'est la représentation des usagers. Il manque encore beaucoup de gens qui vont représenter les usagers. Alors, c'est un problème quand même, parce que ne sont représentés comme usagers que les usagers qui ont des maladies chroniques. Parce qu'il faut être dans le système, et généralement, ce sont des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Les gens qui travaillent n'ont pas le temps. Donc, non seulement les gens qui ont des maladies aiguës, mais en plus de ça, les gens qui travaillent, qui sont rétablis, qui n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas être dans les systèmes de représentation. Et ça, c'est un vrai problème. Le deuxième problème, c'est si on veut véritablement de représentation, il faudra qu'on paye les gens. Et ça, c'est pas encore complètement acquis, les niveaux sont pas acquis. Voilà. En tous les cas, on peut dire que ça avance bien. Ce qui a été paradigmatique quand même, ça a été quand on a lancé
le programme des médiateurs de santé père. Les médiateurs, c'est les pères aidants, ce que vous appelez au Québec les pères aidants. Le programme de médiateurs de santé père, ça a été une révolution en France. C'est-à-dire, bon, on veut bien que les patients participent, disent leurs mots dans les conseils d'administration des hôpitaux. On veut bien, à la rigueur, ça a été le cas dans ce qu'on a mis en place à Lille, on veut bien que les patients ils aient un rôle actif dans le fonctionnement du service. C'est assez rare. Bon, mais on peut y arriver. Mais de là à les embaucher, en disant qu'ils ont un savoir expérientiel qui mérite d'être pris en considération et qui peut être thérapeutique et devenir, ces personnes devenant des professionnels de santé comme les autres, alors ça avait beaucoup de mal à passer. Ah oui. On s'est payé une obstruction complète, on peut dire, au niveau national, avec des gens qui ont pris position, des usagers pour, des usagers contre, des familles pour, des familles contre, les psychiatres pour, psychiatres contre, et toutes les organisations syndicales en disant on va nous prendre notre place. Ça, c'était clair et net. 5 ans après, on peut dire que les choses ont énormément changé. Sur les 29 personnes qu'on avait formées au niveau d'un diplôme universitaire avec les Paris 8, il y en a 14 en place dans les services de psychiatrie publique. 8 ont ce qu'on appelle un contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'ils sont embauchés sans durée. Et maintenant, on vient de réussir à mettre en place avec le gouvernement, avec les agences régionales de santé et avec Paris 13, une autre université, une licence, c'est-à-dire au même niveau que les infirmiers et que les éducateurs, une licence professionnelle qui va permettre aux médiateurs, enfin la nouvelle série de médiateurs, d'avoir 1 an d'études en 3e année, donc en licence de MBA, et de pouvoir, de ce fait, accéder à des emplois avec une possibilité de création d'un métier, puisqu'on inscrit ça dans un métier. Et ça, on vient juste de le savoir, c'est tout de même une réussite. C'est tout de même une réussite parce que, disons que les obstacles ont été multiples. Le travail qu'on a fait est un travail tout de même de diffusion qui a été aussi possible, par le biais des conseils locaux, parce que ça a mobilisé, les conseils locaux de santé mentale ont mobilisé la population en faveur de ces actions, et aussi par le fait que l'expérience a été positive dans une dizaine de services en France, et donc et elle s'est maintenue dans le temps, et ça a été un exemple pour les autres. Donc, on arrive à une sorte d'amélioration générale du système, voilà, mais qui a encore énormément de travail à faire. L'état de la psychiatrie n'est pas encore fameux au niveau de la France, malgré des avancées considérables, et l'implication des médiateurs dans les dispositifs sanitaires et sociaux commence à être acquise. La place des usagers est encore à fortifier. Et en quoi consiste la formation, la licence? Qu'est-ce que les gens apprennent? Alors, ça va faire partie d'une licence sanitaire et sociale habituelle. Donc, il y a une partie de cours sur la sociologie, les maladies, le système de santé qui est commun avec l'ensemble des étudiants. Et il y aura des données spécifiques où on va mettre l'accent sur le rétablissement, ce qu'on appelle le rétablissement, le recovery en anglais. Sur la plupart des cours vont être faits par les médiateurs eux-mêmes ou par des patients, voilà, et par des professeurs de l'université, par des psychiatres aussi. Et on va leur apprendre, d'une part, toutes les données qu'il faut connaître pour rentrer dans un système de santé, comme on fait pour les infirmiers et les éducateurs, mais aussi comment utiliser son expertise de rétablissement, ses connaissances propres de son rétablissement pour aider les autres patients. Et ça va s'accompagner d'une recherche sur les bénéfices qu'amène ce type de profession près des personnes, près des usagers et des patients. Okay. Donc c'est un programme c'est tout de même un programme de licence, hein, ça doit être dans les 300 heures, plus 150 heures de cours, enfin bon, plus 150 heures de TP, donc c'est tout de même quelque chose de considérable. Les gens seront embauchés à chaque fois, parce que ça on y tenait, seront embauchés par les établissements directement et feront leur formation en cours d'emploi. Et à quel type de retombées peut-on s'attendre? Que vont-ils faire ensuite? Et pour le... ils feront le travail de médiateurs de santé, c'est-à-dire qu'ils sont des médiateurs entre les équipes et
les équipes et puis les patients, ils seront dans l'équipe, ils permettront ce qu'on a appelé le bilinguisme, ils parlent le langage du patient et le langage du soignant, ils permettront que les gens se comprennent mieux et permettront aussi, j'espère, une modification des pratiques pour le bien des usagers. Voilà. OK. Donc, c'est des compétences relationnelles, communicationnelles essentiellement? Oui. Et compétences en utilisant dans tous les moments leur savoir expérientiel. Oui, c'est pas. Et puis on fera très attention à faire des études de cas, voilà, et des études de suivi. C'est-à-dire qu'on aide les gens à travers leur abord des personnes, des usagers, qu'il puisse y avoir des groupes de parole et d'échanges pour permettre de connaître la bonne distance à avoir et comment utiliser son savoir expérientiel. Petit à petit, on a commencé il y a 5 ans, petit à petit, on est en train de réfléchir, et puis maintenant c'est possible parce que les médiateurs, ceux qui ont été formés, les 14, vont être intégrés complètement dans cette formation. Donc ils ont leur expérience, en plus de leur expérience de la maladie, ils ont l'expérience du rétablissement, ils ont l'expérience de la profession psychiatrique dans les hôpitaux psychiatriques, dans les secteurs de psychiatrie, dans les consultations. Donc ça, c'est hyper important. Puis ils vont poursuivre, j'imagine, un peu un travail d'advocacy, de défense des droits également, accompagnement individuel, mais aussi d'approche collective. Hein? Non, on va leur faire une formation sur les droits. L'advocacy doit être faite par des associations extérieures à l'hôpital. Eux sont touchés par les hôpitaux. Mais par contre, les hôpitaux sont garants des droits. Normalement, on doit être garant des droits. C'est jamais suffisant. Il faut toujours quelqu'un extérieur qui s'en occupe aussi. Il y a des avocats maintenant pour toutes les personnes qui arrivent aux soins sous contrainte en France ont droit à un avocat, systématiquement. Donc il y a l'avocat, il y a l'hôpital qui met en place aussi des consultations juridiques pour les patients qu'ils souhaitent. Donc on a des juristes aussi. Et puis il doit y avoir évidemment les associations d'advocacy qui sont des associations d'usagers qui, elles, sont axées sur les droits et les défenses des droits. Par contre, les médiateurs pourront, à l'intérieur même des équipes, faire valoir les droits. C'est un peu différent. Ils ne sont pas dans une position de revendication. Ce sont des personnels de l'hôpital, comme moi. Moi, je suis personnel de l'hôpital, mais je dois, mon premier rôle, c'est de faire garantir les droits. Voilà, c'est pas. Et ça, si on l'oublie, il faut que dans l'équipe, des gens nous le disent qu'on l'oublie. Et si l'équipe l'oublie, il faut que des gens extérieurs disent attention, vous devez respecter les droits. Donc pour les respecter, il faut les connaître aussi. On les connaît. Et là, on va leur enseigner les droits. Ça, c'est sûr. Et il devrait avoir tout le monde, les infirmiers, les médecins, tout le monde devrait être au courant des droits. Alors, au niveau de l'OMS, on développe aussi, avec des visites avec des usagers, ce qu'on appelle le Quality Right Toolkit, la boîte à outils de la qualité et des droits, qui est un programme de l'OMS pour savoir si on respecte le droit des personnes en situation de handicap. Et bon, partout où on est passé jusqu'à présent, on a testé cet outil qui est remarquable. Donc, parfois où on est passé, on se rend compte qu'on ne respecte pas les droits de la personne au sens de l'ONU, de la Convention des droits des personnes handicapées qui a été promulguée par l'ONU en 2006 et ratifiée par la France en 2010. Oui. Avez-vous des exemples de non-respect de ces droits? Alors, des exemples de non-respect de ces droits, c'est pour tout. C'est le droit d'avoir un téléphone sur soi et de communiquer, le droit de ne pas être enfermé, le droit d'avoir la liberté de circulation, le droit d'avoir un endroit correct avec pas de la peinture qui s'écaille, des lits qui soient en bon état, que l'accueil soit bien fait, que les droits sont multiples. Droit de communiquer, droit de se défendre, droit d'avoir accès aux soins, droit de refuser les soins. Toutes les choses qui vont loin, ça va très loin. Et l'OMS a recensé les 110 ou 112 critères de respect des droits. Ça va loin, ça va de la literie jusqu'aux médicaments, jusqu'à la psychothérapie, jusqu'à toutes les libertés. Quoi. Et peut-être éventuellement que d'avoir accès à un médiateur deviendra un droit, dans le sens, ça fait partie d'une qualité de soins oui. au jour. Oui. Alors, oui. Et pour ça, il faut arriver à une reconnaissance du métier. On y va. Maintenant, avec Paris 13. Paris 13 est une université extraordinaire qui a mis en place, un peu comme chez vous au Québec, ils ont mis en place 260 heures pour la formation des médecins avec des patients.
toutes disciplines confondues. C'est la première en France, il y en a 2 autres, mais enfin c'est la plus avancée, avec une forte réflexion sur l'éducation thérapeutique, justement. Et puis un laboratoire de recherche en santé publique qui est très impliqué, avec Rémi Gagnère. Voilà, donc Paris 13 s'engage dans cette réflexion générale parce qu'il mène déjà une réflexion d'intégration des patients dans la formation initiale des médecins. Donc, je pense qu'à terme, dans la mesure où le métier va être connu, ce sera un droit, comme il y a des infirmiers, des médecins, des assistantes sociales, des artistes. Maintenant, bon, dans les équipes, on a des artistes. Bon, c'est pas évident, mais on en a. Il y aura aussi des médiateurs, il y a des familles d'accueil. Dans les équipes, on a tous les professionnels. Et en même temps, ces professionnels sont un enrichissement mutuel des uns par rapport aux autres. Puis anticipez-vous quelques obstacles encore? Oui, il y a des montagnes devant nous, c'est pas l'Everest, mais enfin bon, c'est pas l'Himalaya, mais c'est un mouvement. C'est un mouvement qui a débuté il y a 10 ans, même pas, tout ça. Réellement. Il y avait les prémices, il y a toujours eu les prémices depuis que la psychiatrie existe. Mais depuis 10 ans, je pense qu'on est parti pour un siècle. Dans un siècle, on en reparlera. OK. Bon. Donc, on se donne rendez-vous dans 100 ans? Dans 100 ans, on donne rendez-vous. Là, ça ne sera peut-être pas moi, mais ça sera un clone ou autre chose, ou un successeur. Moi, je pense que c'est une révolution est en route et que, grosso modo, on est des 2 côtés de l'Atlantique, on y a participé. Bon. Il faudra poursuivre cette collaboration pour une approche collective et une force de frappe bien concertée. Ah, mais moi, je le souhaite de tout cœur. C'est vraiment... je pense que les échanges nous ont toujours fait avancer et en tous les cas, les échanges avec le Québec ont toujours été extrêmement fructueux pour nous. Bon, on peut dire la même chose. Merci beaucoup, Jean-Luc Rolland. Et ce n'est qu'un début. Poursuivons le combat, n'est-ce pas? Poursuivons, oui, ça c'est le slogan que j'utilisais quand j'étais jeune, mais c'est encore d'actualité. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Merci Jean-François. Merci Jean-Luc. À bientôt. Au revoir.